meublé mes espérances de jeune homme. Ils m'ont fait découvrir d'abord l'Afrique du Nord, une vie assez exaltante de nomade. Pour les spahis, depuis le départ, si vous voulez, la note était donnée. On avait un pied dans chaque monde. Ils vivaient leur vie militaire comme une vie à part. Spahis. Ce qui les attire, c'est la vie nomade. Une vie ailleurs, sous d'autres horizons sans cesse, loin pour se sentir proche. Sans doute parce qu'il faut passer bien des frontières pour rencontrer leurs lointains ancêtres. Si le mot spahi puise ses racines dans le terme indo-persan sipahi, c'est au service des Turcs, entre le XIVe siècle et jusqu'au déclin de l'Empire ottoman, que se sont distingués ces soldats à cheval. À la différence du mamelouk, les spahis sont des hommes libres qui ont choisi volontairement le métier des armes. En Afrique du Nord, à l'issue de la chute du pouvoir ottoman, une page pour eux se tourne, une autre s'ouvre, indissociable de la conquête puis de la colonisation française. Capitale de l'Afrique du Nord française, Alger-la-Blanche est bâtie en amphithéâtre au fond d'une vaste baie accueillant un navire. Les troupes françaises l'emportèrent le 4 juillet 1830. Le lendemain, elles occupaient la citadelle, ou Casbah, encore armée par les canons qui la défendirent alors. Alger tombe en juillet 1830 et il apparaît tout de suite nécessaire de créer une troupe adaptée à ce pays. Il y a sur place des troupes turques et en octobre 1834, le général Clausel monte un premier régiment de cavalerie légère. Puis il recrute exclusivement parmi ces Turcs qui sont restés, c'était la garnison d'Alger, autour du dé d'Alger. Et il crée ce premier régiment de spahis qui devient quand même rapidement régiment de l'armée régulière. Marémonge sera le premier officier spahi français, Youssouf, le premier officier indigène. Venu de Tunis proposer ses services d'interprète à la France, très proche des notables du pays, il sera l'homme incontournable, souvent aussi très contesté, qui attirera dans ce nouveau corps des cavaliers que la France veut dans ses rangs plutôt que de les avoir contre elle. C'est peut-être ce miracle de l'uniforme qui raccourcit pour les spahis le long cheminement de l'histoire. Le spahi d'aujourd'hui fait penser à Youssouf qui fut le véritable créateur des escadrons dont on devait voir plus tard les burnous rouges dans toutes les guerres françaises. À l'origine, le burnous est un burnous rouge, c'est le burnous des spahis algériens, et qu'à partir des années 20, on va adapter aux spahis marocains en prenant la couleur bleue, parce qu'en fait, au Maroc, le bleu nuit est le symbole de la notabilité. Et donc, on va adopter à partir des années 20 ce burnous bleu nuit, qui sera porté le plus souvent en double burnous, bleu et blanc, le blanc étant à l'intérieur, l'ensemble étant replié dans le dos pour donner un petit air de chauve-souris vu de derrière quand on vous regarde sur une prise d'armes. Ah, il fait chaud là-dessous. Normal, dans le désert, il faisait froid. Le burnous est le vêtement, la cape de berger nord-africain qui est censé tenir chaud la nuit et puis la journée, ça garde la fraîcheur emmagasinée pendant la nuit. C'est le vêtement isotherme par excellence. Voilà. C'est la voiture, c'est bon pour toi? C'est beau, c'est pas Présentez. On sait qu'on a des origines africaines et le burnous permet de nous différencier par rapport à tel ou tel régiment. C'est surtout pour se démarquer. Se démarquer et en même temps montrer cette empreinte
africaine. Il y avait des costumes traditionnels. On habillait ce qu'on disait indigènes ou officiers indigènes de la façon dont ils aimaient s'habiller. Une grande chéchia ou une guénour, donc c'était un peu le maintien de la tradition et puis ça faisait partie un peu de l'imagerie. Le plus difficile, c'était le chèche monté. C'est-à-dire, c'était une chéchia en feutre rouge, assez rigide, sur lequel on drapait un chèche blanc avec une bande verte. Alors, quand tout ça était drapé sur le chèche, il fallait un Marocain pour vraiment vous faire un chèche monté impeccable. Alors, une fois qu'il était fait, on l'enlevait comme un pot de fleurs, on le posait sur la planche, et puis on n'y touchait plus. Et le lendemain, au moment de défiler, on se le remettait sur la tête en cachant la moitié des oreilles. Au départ, on a envoyé un corps expéditionnaire en Afrique et donc on a désigné un certain nombre d'officiers pour y aller. C'était évidemment des gens qui se voulaient officiers français, donc qui tenaient avant tout à ce que la France puisse se maintenir en Afrique du Nord et s'y assurer un avenir. Je crois que c'était le premier point. La plupart avaient compris que cet avenir dépendait essentiellement de l'attitude des populations musulmanes. Et que donc c'était avec ces populations qu'il fallait faire des efforts pour les amener à reconnaître loyalement la domination française. Il apparaît très vite impossible de mobiliser et d'entraîner selon un système français ces hommes indépendants. Les modes d'engagement seront donc simples et adaptés à la vie des tribus. Avant que ne soient organisés les centres de remonte, tout indigène volontaire présentant un cheval de guerre peut être incorporé. Prêtant serment sur le Coran, il signe des engagements renouvelables. On adopte les traditions guerrières locales de ces excellents cavaliers rompus à la guerre de surprise et au coup de main. C'était plutôt une unité effectivement qui servait soit à opérer des razzias contre les populations non soumises, soit à faire un service de reconnaissance, soit à faire un service de liaison. Évidemment, l'intérêt était que ces gens parlaient évidemment la langue locale. Ils étaient beaucoup mieux à même de renseigner le commandement. Ce sont des régiments de cavalerie, mais qui sont par leurs escadrons dispersés. Ils font des tournées de police avec une curieuse façon d'être recrutés et tenus en place. Ils vivaient dans des sortes de camps avec leur famille à proximité. La smala, vos femmes, vos enfants, c'est le type pris sur les troupes d'Abdelkader. On respecte leurs interdits alimentaires. Le vendredi, c'est un jour de quartier libre. Donc fidélité assurée pour ces fils de grande-tante qui ont des lopins-de-terre, qui vivent autour de leur quartier. C'est une façon de recruter tout à fait spécifique de cette armée d'Afrique, qui ne porte pas encore le titre, et ne le portera d'ailleurs jamais officiel, mais qui est en train de se constituer en Afrique du Nord. Une armée qui se constitue sur des réseaux d'alliances et de rivalités complexes. Recruter signifie se rallier les tribus. À partir du moment où, sous Napoléon III, on parle de royaumes arabes dans le respect mutuel des différences, l'armée sait qu'elle peut compter sur la séduction que la culture française opère. Elle sait aussi utiliser les dissensions, les rivalités, et s'adjoindre les tribus anciennement au service du pouvoir ottoman. Moi, je suis d'origine ottomane. À partir du moment où ce n'est plus nous qui étions au pouvoir, où ils étaient mobilisés pour une autre autorité, à ce moment-là, on n'avait plus la même relation avec, j'entends, ceux des tribus qui se mettaient au service de l'armée française, quoi. Il y avait une collaboration qu'ils avaient avec les Ottomans qui nous paraissait tout à fait
naturel. Et puis il y a cette collaboration avec l'armée française, enfin qui nous dérangeait, quoi. Au départ, le service dans l'armée française n'était pas particulièrement bien vu. Parce que c'était d'abord s'engager dans une armée chrétienne, et que par conséquent, ça n'était pas quelque chose de très honorable. La collaboration a été le fait de gens, comme je disais, des tribus, de gens venant du sud, qui ont été les caïds notamment, c'est-à-dire cette aristocratie nouvelle qui s'est constituée à la faveur de cette présence française. On dit qu'on a affaire à des recrues de grandes tentes, c'est-à-dire des fils de nobles familles que la France compte intégrer dans des régiments d'apparat, car l'uniforme est particulièrement chatoyant. En voyant arriver les Français, la Confédération était contente de dire les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et mon grand-père, qui était un des enfants de notre famille, qui était un petit peu une famille prépondérante, quoique en petite Kabylie, chaque village est géré par l'ensemble, etc. Mais enfin, c'était une famille prédominante. Et il avait été envoyé avec quelques hommes pour accueillir le général Bosquet, qui arrivait dans la vallée de la Soumam pour pacifier les Kabylies. Donc nous avions cette tradition, si vous voulez, d'accord avec des amis qui étaient venus nous délivrer. Et nous n'avons jamais perdu, si vous voulez, ce fil conducteur dans notre patriotisme naissant. C'est vrai que comme moi je suis d'origine algérienne, j'étais pas très sûr de vouloir réellement m'engager 5 ans d'un coup à l'armée. Mais quand j'ai vu ce que c'était, ce que ça représentait, et surtout dans l'armée, ce que ça représente le SPAI, j'ai pas hésité après. Que moi je suis ici, que je représente ça, ça me pose aucun problème. Bien au contraire, je suis fier, quoi. C'est quand même une belle image, quoi, d'être SPAI. À Casablanca, porte monumentale du Maroc, le maréchal Lyautey retrouve l'empire que sa volonté créatrice a fait surgir. Le maréchal Lyautey repose maintenant sur cette terre africaine où le gouvernement de la République l'avait envoyé dès 1903 pour réprimer sur la frontière de l'Algérie et du Maroc des troubles que provoquaient des tribus pigares. Au Maroc, comme en Tunisie quelques 30 ans plus tôt, la France, sous prétexte de venir au secours d'un prince menacé par la sédition de ses sujets, met en place un service de conquête voilé que le général Lyautey marquera de sa personnalité. Le sultan du Maroc s'est vu imposer un traité de protectorat en 1912, et donc au terme de ce traité de protectorat, au fond, il a donné tous ses pouvoirs effectifs à un résident français, en échange du maintien donc de sa dynastie et du maintien de la souveraineté marocaine et des traditions du Maroc, et notamment de la religion musulmane. Pour mener à bien cette extension, quelles sont ses méthodes magiques? Il conjugue les 3 principes essentiels de sa doctrine de pacification. Montrer la force militaire pour ne l'imposer que dans les cas où elle est indispensable. Inspirer confiance aux grands chefs arabes. Restaurer la puissance temporelle et spirituelle du sultan. On a réorganisé l'armée marocaine. On a commencé à recruter sur place des unités donc locales qui allaient devenir un peu plus tard des tirailleurs ou des spahis marocains. Le général Huré reçoit la soumission des dissidents. C'était des administrés en quelque sorte,
qui venaient reconnaître leur dépendance. D'où cette cérémonie dans laquelle on sacrifiait le plus souvent un taureau en signe de soumission. L'idée de l'IOT, c'était de présenter la soumission, non pas comme une conquête au sens précis du terme, mais comme justement la reconnaissance du pouvoir central, du pouvoir du souverain. Sa Majesté le Sultan vient à la Msala recevoir l'hommage des tribus dont les représentants se succèdent devant lui longuement. Selon un proverbe arabe, il y a 3 êtres pour lesquels un noble peut sans rougir travailler de ses mains. Le père, l'hôte, le cheval. Et c'est pourquoi les spahis entourent leur monture des plus grands soins. C'était des gens qui connaissaient le cheval, qui savaient manipuler les chevaux. Ils avaient des rapports de guerriers avec leur cheval, parce que le barbe c'est un cheval de guerre aussi, c'est un cheval soldat. Le barbe peut la soif, le barbe peut la faim, selon la devise arabe. C'est un cheval qui fait ça varie d'1,45 m à 1,55 m, peut-être 60 dans les cas extrêmes, et qui portait, quand il avait le spahi sur le dos avec son harnachement de manœuvre, facilement 120 à 130 kilos. En manœuvre, on marche surtout au pas, avec des arrêts. Quand il y avait un oued qui passait, on en profitait pour abreuver les chevaux et en même temps d'abreuver les cavaliers. C'est un cheval qui est très maniable, très adroit, très habile, très agile et surtout intelligent. Intelligent parce qu'il comprend très vite tout ce qu'on veut faire de lui. Ce cheval se rapproche donc du cheval barbe antique, de par son gabarit, de par sa morphologie. C'est des chevaux qui n'étaient pas très grands et qui étaient très robustes, très résistants. Quand vous avez des cavaliers lourdement armés ou des fantassins qui sont en face d'une troupe de fous comme ça qui arrivent, ça déroutait tout le monde. Il y avait la partie strictement militaire. Et après ça, on partait avec 2 ou 3 pelotons pendant 15 jours ou 3 semaines, visiter les postes, visiter les tribus. Prendre contact avec les caïds de toutes les régions. On réglait des problèmes locaux. L'important, c'était les contacts avec les gens, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus non plus. Quand on passait dans les tribus, il y avait toujours une fantasia ou une petite fête qui était organisée, non seulement pour nous, mais pour les spahis, pour eux-mêmes. On était reçus avec effectivement beaucoup de déférence, c'est vrai. Ce qui me paraît le plus caractéristique des spahis, c'est sans doute justement cet aspect qui est à la fois ce mélange de rôle militaire et de rôle politique, au fond. C'est-à-dire une unité qui est chargée, non pas tellement, enfin de se battre éventuellement, mais surtout de tenir un pays par un certain contact et par un certain enracinement local. À la sortie de Boussaada, nous nous trouvons dans les gorges de l'Atlas algérien. Paysage imposant où la sombre végétation du sud déploie toute sa richesse à proximité des points d'eau. Lorsqu'on s'en éloigne, le décor devient aride, sévère et d'une grandiose austérité.
Le désert, c'est le silence, le désert, c'est le vide, le désert, c'est le chaud, c'est le froid. C'est pas forcément le désert de sable, hein. C'est un désert de cailloux, c'est un désert de rochers, c'est tout ça le désert. Et il faut absolument, quand on fait ce style d'opération, vivre avec, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pendant l'offensive terrestre, qui a pourtant duré peu de temps, nous sommes tombés dans une tempête de sable. Quand on sait que dans une tempête de sable, on ne voit pas plus de 3-4 mètres, donc c'est vrai que c'est particulier. La tempête de sable, c'est ce qui était plus pénible pour les chevaux et pour les cavaliers aussi, puisque les cavaliers en ramassaient aussi autant que le cheval. Le sable, ça rentre partout. On en avait dans les habits, on en avait dans les couchages. Comme les poissons rouges dans un bocal, tous les chevaux se retournent en même temps, ils tournent le cul au vent. Et là, vous pouvez donner de la cravache de l'éperon, tant que le vent n'est pas tombé, le cheval ne bouge pas. Hein. Quand le sable doit rentrer quelque part, il rentre pas. Et on a perdu 5 à 6 chevaux dans une tempête de sable qui avait duré 3 jours. Oui. Ouais. Ils se sont ensablés par les bronches, quoi. Lorsqu'il y avait une expédition à faire, on réquisitionnait en quelque sorte, on mobilisait tous les guerriers, tous les hommes d'une tribu qui avaient des chevaux à une arme, et on leur demandait donc de venir faire campagne. Ils arrivaient avec leur chef, et c'était leur chef, plus quelques cavaliers d'affaires indigènes qui les encadraient. Si en 1914, certaines familles continuent ainsi de lever des troupes qu'elles mettent à la disposition de la France et que le petit-fils d'Abdelkader va commander, la majeure partie des sujets coloniaux de l'Algérie française sont désormais des appelés assujettis au service militaire obligatoire. Alors qu'au Maroc et en Tunisie, c'est sur l'injonction de leur souverain que les sujets tunisiens et marocains s'enrôlent dans l'armée d'Afrique. Où sont les 3 régiments de ce pays algérien, un régiment de ce pays marocain et un régiment de ce pays tunisien? Ils sont évidemment en France. Mais lorsqu'ils arrivent, la campagne du mouvement, la guerre de mouvement en 1914 après la Marne s'étue. Donc on va plutôt les employer comme garde à l'arrière des armées, troupes de tranchées, ils vont y laisser beaucoup de monde. Ils vont s'illustrer particulièrement à Verdun. Bref, en 14-18, ils remplissent leur contrat comme d'autres troupes dites indigènes que les Français ont levées dans l'Empire. C'est surtout sur le front d'Orient, dans des conditions très sévères et meurtrières, que les spahis donneront toutes leurs mesures de cavaliers rustiques et endurants. Montagnards éprouvés, en Albanie, en Serbie et finalement en Hongrie, ils seront un vecteur essentiel de l'effondrement des empires centraux. Avec les opérations du Levant, dont la France assure le mandat depuis 1918, les spahis renouent avec les principes fondamentaux de la cavalerie légère d'Afrique. Opérer vite et loin, en jouant de l'effet de surprise contre les irréductibles druzes qui pratiquent les méthodes de la guérilla incessante et du retsu. Au Maroc, le grand mouvement de révolte qui dans le Rif menace la zone française surprend Lyautey par sa violence. Première lutte anticoloniale ou dernière des grandes dissidences, il faut la remettre en arrière-plan d'un acte à haute portée symbolique. Le 20 juillet 1924, Lyautey, qui 3 ans plus tôt a été nommé maréchal de France, inaugure en présence du pacha de Casablanca le monument élevé à la gloire des troupes indigènes et françaises du Maroc qui, au cours de la guerre 14-18, ont combattu côte à côte pour la défense de la France et de la liberté. En
En 1919, quand l'association des vétérans de Casablanca décide d'ériger un monument à ses morts, Landowski est un artiste excessivement connu. Et après concours, il est choisi. En 1921, la commande est passée. Il va donc partir au Maroc pour faire un voyage de reconnaissance. Et c'est là-bas qu'il va trouver vraiment l'image de son monument. Dans la campagne marocaine, il voit deux cavaliers bergers qui se rencontrent, qui se font face et qui vont serrer la main. Il va aller à Marrakech pour avoir des renseignements sur les cavaliers arabes. On lui dit que les spahis sont partis se battre dans le sud marocain. Et donc, il se rabat sur les goumiers que lui propose le pacha de Marrakech. Le fait de mettre comme ça dans une position amicale ces deux cavaliers des deux communautés, c'est bien aussi une volonté de montrer cette fraternité. D'ailleurs, dans son discours d'inauguration, Lyautey répétera à quel point l'effort, la fraternité de guerre entre les deux communautés ont été grandes et remonte à 1907. Et pourtant, la tête baissée du cheval du cavalier arabe n'échappera pas au regard perspicace. Incarnation de la complexité d'une relation entre respect et assujettissement. Le spahi, c'était un peu l'autre. Un officier dit indigène ne dépassait pas le grade de capitaine. La solde des spahis algériens est la même que celle des Français. C'est un cas quasi unique dans les armées coloniales. Au fond, l'armée se méfie un petit peu des contacts entre les soldats, disons, musulmans et la population. Je me suis senti toujours français. J'ai jamais ressenti, si vous voulez, une différence. Si on parle d'assimilation, ce n'est pas véritablement une réussite, puisqu'au fond, les spahis ont gardé leur originalité, leur spécificité. Ça serait plutôt une réussite, dans une certaine mesure, de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'intégration, puisque ces gens, tout en gardant leur tradition, deviennent d'excellents soldats de l'armée française. Bon, on peut citer quelques cas de mutinerie, mais enfin, ils sont vraiment très très marginaux. Réussite, car en Afrique du Nord, comme en France, où ces images sont tournées, on va recréer pour les spahis un environnement spécifique, comme une enclave dans un monde où la fusion d'une société musulmane et européenne semble être une chimère. C'était des gens qui venaient de la campagne, qui étaient simples, sans revendication tenant à leur statut d'indigène ou non. Ça les extrayait de leur milieu d'origine. Ils vivaient leur vie militaire comme une vie à part. Je crois tout simplement que ces gens s'étaient engagés à servir la France, donc qu'ils avaient prêté une sorte de serment et qu'ils tenaient à respecter leurs engagements. Du haut des remparts du Bordj, les spahis de Boussaada veillent aux confins de la riche et fertile Algérie, des sables arides du Sahara. Il y avait un certain professionnalisme, pourrait-on dire, qui explique cette loyauté, ce loyalisme. Le capitaine est suivi de son inséparable fanion, orné d'une queue de cheval, un signe du commandement et signe de ralliement qui permet à tous de voir et de suivre le chef. Le spahi marocain qui était placé sous les ordres n'importe d'un officier, d'un sous-officier, ne connaissait que lui pour lui donner des ordres. Et c'est un des caractères des spahis, c'est qu'ils connaissaient leur capitaine et terminaient. Il y avait une espèce de protection réciproque. C'est vrai que les spahis, vraiment, c'est une famille. Je n'irai pas au terme père, parce que le père, ça reste quand même quelqu'un de paternel. Mais oui, des exemples, on va dire. Je ne pense plus à rien. Faut qu'on arrive au bout. C'est tout. Faut remplir la mission. En étant militaire, pour tout faire, oui, il faut être plusieurs. Pour moi, quelqu'un de seul, c'est une personne qui est morte. C'est pour ça qu'on parle énormément de cohésion. C'est un groupe, c'est là où on a de la force. Dans un peloton arabe, bon, on avait un rôle de secrétaire. On écrivait le courrier, on écrivait les permissions, on écrivait même les motifs. On écrivait les cahiers de roulement pour le ferrage des chevaux, pour les factions d'écurie, pour la garde au poste. Alors donc, ils avaient besoin de nous. On leur rendait des services. Et même au niveau des officiers, on faisait un petit peu leur boulot aussi, parce qu'ils étaient officiers, mais ils savaient tout juste signer leur nom. Ils s'étaient pas des fins lettrés. Mais alors, quand vous aviez arrivé à ce stade-là, quand il y avait une revue, ils vous disaient, toi tu poses ton matériel sur le lit, là, puis tu vas faire ton écriture, et eux ils astiquaient votre matériel.
Tu veux monter à cheval le demain matin? Bah oui, quel cheval tu montes? Bah un tel, bon d'accord. Vous arrivez, le cheval était scellé, il n'y avait plus qu'à monter dessus, faire la promenade avec eux. Même les spahis français étaient habillés comme les Arabes, ils vivaient avec les Arabes, ils mangeaient avec les Arabes, ils buvaient le thé à la menthe, ils finissaient par jargonner l'arabe, même s'ils le parlaient mal. Ça a été une initiation pour les jeunes Français qui débarquaient dans les unités marocaines. Je pense que chez les Algériens c'était pareil, chez les Tunisiens aussi. C'était une initiation du monde arabe, du monde musulman, une initiation à l'islam. Enfin se réalise le rêve que ces hommes ont si longtemps caressé, pour lequel certains ont sacrifié le fruit de plusieurs années et même de toute une vie de travail. Nous sommes en 1939. La France, qui tous les ans organise le pèlerinage de la Mecque, le médiatise outre mesure cette année-là. L'enjeu est de fait capital. Pouvoir compter sur la force d'un empire de 100 millions d'habitants dont elle brandit le chiffre à la face de l'Allemagne. Les pèlerins se sont séparés. L'artisan retourne à son établi, le boutiquier à ses souffles, le cultivateur à ses travaux. Durant 40 jours, ils ont pu, sous la protection de la France, traverser les mers en toute sécurité pour aller se prosterner dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Dans cet immense creuset où vient se fondre chaque année l'élite de l'islam, ils ont pu répéter à leurs frères musulmans ce que la France avait fait pour ses sujets. Revenus dans leur pays natal, ils vont reprendre leur vie normale, auréolés cependant d'une grâce nouvelle, décidés plus que jamais à se montrer bons musulmans pour continuer à être bons Français. Accompagné par les ovations de la foule tunisienne, M. Daladier va fleurir le monument aux morts. Puis le président du Conseil se rend au palais de la Résidence. Le voyage de Daladier intervient un peu avant la guerre, dans une atmosphère extrêmement tendue, et notamment dans une très forte tension avec le gouvernement italien de Mussolini, qui quelques mois auparavant a émis des revendications sur non seulement la Tunisie, mais également sur la Corse et sur Nice. Et donc le voyage de Daladier vise justement à manifester le refus de la France de ces prétentions italiennes et le désir aussi, la volonté française de résister à toute agression. Ils savent, comme le savait leur père, que la puissance de la France est invincible. Voici que du fond de l'horizon débouchent au grand galop les escadrons de spahis, derrière leur étendard, suivis par les goumiers et les partisans de toutes les tribus. Les cérémonies militaires ont pour but justement de manifester la force de la France dans la région, le loyalisme également de ces troupes indigènes. À la première heure du drame, le sultan du Maroc, le bey de Tunis et les représentants de l'Algérie ont déclaré que cette guerre à nous imposée était aussi la leur. Déclaré qu'ils refaisaient ce geste de 1914, ce geste que symbolise le groupe de marbre, où un cavalier marocain et un cavalier français se tendent une main loyale et sûre. Et c'est le don de soi, quoi. C'est aller droit devant, tête baissée, et foncer dans le tas, quoi. Baïonnette au canon et en avant, quoi. Ces sacrifices, c'est vraiment la dernière des solutions, quoi. C'est vrai que ce qu'ils ont fait, les anciens, pour ça que c'est un des régiments les plus décorés, de toute manière. Quand on voit toutes les batailles qu'ils ont remportées et tout le travail qu'ils ont fait, c'est incroyable, incroyable. 1939-1940. Il y avait déjà en France des régiments de spahis avant la déclaration de guerre. Puis on a fait venir évidemment d'autres unités d'Afrique française du Nord. La neige et la glace du front. Sous des latitudes différentes, on retrouve ces mêmes visages, cette même confiance.
Ces hommes à nos côtés, ils vivent la vie que nous vivons. Ils courent les dangers que nous courons. Ils sont nôtres. Ils attendent le coup de trompette, le signal du départ vers le pays de la guerre. Le 15 mai 1940, à 4h30, les spahis prennent leur position et organisent des barricades dans le village de Lahorgne. À 8h, c'est le début de la bataille entre le groupement nord de la 1er Panzer et la 3e brigade de spahis. Malgré la faiblesse de l'armement français, les spahis maintiennent leur position avec de grosses pertes, mais obligent parfois les Allemands à décrocher. À 12h, nouvelles attaques allemandes massives menées par l'infanterie, chars et autres véhicules blindés. À 15h, attaque de chars qui progressent vers le cimetière. Le colonel Geoffroy, chef de corps du 2e spahi marocain, est tué à son poste. Les hommes du colonel Marc forcent le passage. Ils sont tués les uns après les autres. À 18h, l'ennemi est maître de la position de Lahorgne. On y pense. On se pose la question jusqu'où on serait prêt à aller. Mais on se pose la question 2 secondes, parce que quand on est dans le mouvement, enfin quand on est dans notre action de combat, on oublie. On oublie l'aspect de sacrifice ou autre. On fait ce qu'on a à faire. On n'a même plus à se poser la question, d'ailleurs on ne se la pose plus. Si on doit aller jusqu'au bout, si on doit faire ça ou on doit faire ça, on le fait. On le fait naturellement. In parts of Africa, the horseman is still a useful fighter. The spies, among the most famous cavalry in the world, have played their part in the campaign. Free France salutes her gallant colonials, bred to rifle and saddle, willing to die for the independent life that they lived as subjects of France when France was independent herself. Au lendemain de l'armistice, les spahis vivront en leur corps la déchirure vécue par la France. Alors que certains d'entre eux rejoignent les forces françaises libres, la majeure partie des régiments où l'on incorpore pieds noirs et français de la métropole aux côtés des indigènes reprend le combat après la reconstitution de l'armée d'Afrique en 1943. Cette nouvelle armée tant attendue surgit enfin. Les autochtones s'engagent nombreux aux côtés de la France. Malgré leur tradition séculaire, ces guerriers n'ignorent pas les exigences de la guerre moderne. Pour eux, désormais, les engins mécaniques n'ont pas plus de secret que leurs fougueux petits chevaux. Bien équipés et entraînés, les Français peuvent dès lors reprendre l'offensive. La Tunisie reconquise, les Alliés se lancent dans l'invasion de l'Italie le 10 juillet 1943. Ce n'est pas sans appréhension que ce débarquement sur la vieille forteresse européenne est envisagé. Quelle sera la résistance de l'ennemi ? Les plus grandes pertes que nous avons pu avoir, c'est dans les combats blindés pour la libération d'Europe. La bataille continuait. Depuis des mois, les Alliés piétinaient devant le mont Cassin et l'armée d'Afrique enleva le mont Cassin. Nous avons libéré Rome le 5 juin 1944 et c'est d'ailleurs une victoire qui était occultée parce qu'il s'est trouvé que le lendemain c'était le débarquement en Normandie. Les spahis engagés dans les forces françaises libres débarquent avec le général Leclerc et participent à la libération de Paris. Ceux de l'armée d'Afrique remontent la vallée du Rhône. Tous se rejoignent en Alsace, dans les durs froids de l'hiver, pour la libération de Strasbourg, où un spahi, en accomplissement du serment de Gouffra, plantera le drapeau français à la pointe du clocher de la cathédrale. Avec Strasbourg,
L'armée d'Afrique avait fini de libérer l'Alsace. Toute la province se couvrait de tricolores. Et le plus petit village, comme la ville la plus importante, faisait fête aux libérateurs. Vous avez en Alsace beaucoup de Marocains qui sont même restés, qui sont implantés, qui ont épousé des Françaises et qui sont en France depuis 60 ans. Nous retrouvons des anciens tirailleurs, des anciens pays qui ont formé famille en Alsace. Et il y en a en Alsace, il y en a pas mal. Donc ils se situaient bien, si vous voulez, à cette époque-là. Ils ont donc été acceptés par la population française et dans d'excellentes conditions, parce que je vous dis bien, ils étaient considérés comme des libérateurs. Paris, soulevé de joie et de gratitude, ne ménagera pas ses hommages à cette armée d'Afrique qui a contribué à la libération de la France et qui a, une fois encore, servi la gloire de ses armes. Il y avait une symbiose, il y avait une confiance réciproque. En Indochine, quand j'ai été blessé, le SPEI qui était à côté de moi est venu me trouver après en me disant « Mon lieutenant, c'est moi qui aurais dû être blessé à ta place. » Vous voyez, je n'ai pas su te protéger. Et moi, je me souviens de cette parole d'Abdelkader. On était des compagnons d'armes. C'est difficile, c'est très profond comme sentiment, difficile à exprimer. C'était une espèce de confiance réciproque. Je crois qu'il y avait de la part de la population une attente, une très forte attente vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'armée, pour leur permettre justement de s'intégrer totalement, ou plutôt d'appartenir totalement à la nation française. On espérait que tout ça devait arriver à une reconnaissance, si vous voulez, du fait du patriotisme des Algériens. Si au lendemain de la guerre, on accorde aux combattants la citoyenneté sans exigence d'abandon du statut personnel musulman, on recrée des enclaves, on revient aux vieilles méthodes d'administration dont on avait espéré la disparition définitive. Au moment où les Algériens, notamment, parce que c'est pour eux que le cas s'est posé, ont obtenu la citoyenneté, ils étaient officiers, ils ne pouvaient être officiers qu'à titre indigène, ce qui les empêchait de monter en principe au-dessus du grade de capitaine et qui faisait que, normalement, ils devaient toujours être subordonnés à un officier français. Donc ce système n'a disparu à peu près qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Jusque-là, il était bon. Il a commencé à disparaître ensuite. Bon, ensuite, donc, entre 1945 et 1960, bon, il a à peu près totalement disparu. Mais en revanche, quand on voit les statistiques, par exemple, de l'armée française en Algérie, on distingue très nettement, effectivement, entre les Français de souche nord-africaine, comme on dit, et les Français de souche européenne. Donc la distinction était bien faite. Dans le régiment, on avait tous la même pièce d'identité, on avait que des plaques civiles, c'est marqué musulman français. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu le prendre à l'époque, je ne mettais pas musulman français, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je l'ai déchiré, ça n'a rien à voir. Ma religion avec ma nationalité, c'est différent complètement. Les électeurs d'Algérie ont été appelés le 29 mai à élire leurs conseillers généraux. Pendant toute la durée du vote, les électeurs de toute confession se sont rendus aux urnes pour remplir leur devoir de français. C'est en Algérie qu'on s'est retrouvé avec une situation politique différente, avec le double collège électoral. Une voix de Français d'origine valait 10 voix d'indigènes. C'était donc, si vous voulez, il y avait un arbitraire politique qui n'a pas été accueilli favorablement. Dans l'Algérie en guerre, on en appelle à la longue tradition de ces régiments de SPEI au service de la France.
Mais en regardant ces images, c'est surtout aux premières heures de leur histoire que l'on pense. Nos soldats musulmans nous demeurent fidèles. Avec les forces métropolitaines, ils assurent l'ordre et la paix dans les territoires menacés. Nos pays, comme tous les militaires qui étaient engagés sur le terrain, étaient confrontés à des combats contre d'autres musulmans arabes qui étaient des rebelles. C'était un problème dont nous n'avons jamais ressenti une quelconque difficulté. Ils étaient spahis et ils avaient foi en la mission qu'on leur demandait d'accomplir, et ils n'avaient pas de notion proprement dite de fraternité avec les rebelles. À ceux qui croient que les masses musulmanes sont détachées de la France, ces images sont dédiées. Il s'agit simplement de l'incorporation dans l'armée de nos jeunes concitoyens musulmans, incorporation classique, comme elle se passe en métropole. On part d'abord d'un recrutement qui est à peu près exclusivement local, avec aussi une grande prudence du commandement. C'est-à-dire qu'on ne force pas le recrutement dans les régiments indigènes pendant la guerre d'Algérie. On ne recrute même pas 50% de ceux qu'on pourrait incorporer. Car il faut tenir compte aussi d'un phénomène qui est propre à la guerre d'Algérie, l'insoumission. Plus de la moitié des conscrits, qu'est-ce que c'est qu'un conscrit? C'est quelqu'un qui est inscrit sur une liste de recrutement et qui doit se présenter au conseil de révision ou au centre de sélection. Eh bien, plus de la moitié de ces conscrits ne se présentent pas. Venus de leur village, où ils ont tous répondu à l'ordre d'appel, nos jeunes gens sont groupés dans 3 centres principaux de rassemblement. Immédiatement, quelques rudiments d'instruction militaire leur sont déjà donnés. S'aligner, marcher au pas, saluer. Et déjà, la cérémonie des couleurs sanctionne la transformation des jeunes paysans d'Algérie en soldats de l'armée française. Moi, c'est sans rancœur. S'il y a un jour qu'il y a une guerre, que je me bats contre des frères musulmans, ben, ça se fera sans rancœur, hein, ça se fera. Hein. J'aurais peut-être un peu, avant d'appuyer sur la gâchette, j'aurais peut-être, je sais pas en fait. Je peux pas répondre à cette question. Que le fait que l'on ait avec nous des musulmans nous imposait beaucoup plus de rigueur vis-à-vis des rebelles ou des civils suspects. Notre mission, c'était essentiellement d'engager des contacts avec la population, de faire du renseignement sur ce qui se passait, bien connaître ce qui se passait et essayer de rallier l'ensemble de cette population en fait à un idéal ou à des valeurs que l'on considérait comme nécessaires pour la France algérienne et métropolitaine. Dans les cendres du cessez-le-feu de mars 1962 se consument harnachements, burnous et mémoires. Un effacement commence comme si les spahis peu à peu s'éloignaient de nous. Bien sûr, j'essaie toujours de me cacher, me déplacer, de ne pas aller dans les endroits où j'ai le doute. Vous passez dans un village et puis on vous dit non, ça a été dans l'armée française, puis on vous embarque, on vous tue. Il n'y a pas de justice ni rien. On a eu effectivement le défaut à la fin de la guerre d'Algérie pour l'administration et une partie de nos gouvernants de mélanger tout le monde. Mais dans l'ensemble, les vieux soldats ont continué leur carrière et à la fin de la guerre, il va rester 3 régiments, finalement un seul, qui a hérité de toutes les traditions, qui est à Valence maintenant, qui est le 1er régiment de Spahis, point.
Quand on voit ça, on a un mot à l'esprit, c'est héroïque, qui vient tout de suite. La charge, la cavalerie. C'est vrai que les anciens sont héroïques, mais bon, maintenant si aujourd'hui on avait un conflit, je suis persuadé qu'on serait héroïque aussi peut-être dans 50 ans. Sans vouloir être à leur place, on est un petit peu admiratif, oui. Voilà. Sans vouloir être à leur place.